Salut Cyril, Oui, bonjour, bonjour à tous. ça fait très longtemps qu'on t'a pas eu en tant que chronique sur Cyclisme Actu et pour cause, tu étais très affairé entre le Tour de France, les Jeux Olympiques, etc. Et on a pu entendre et lire sur RMC et sur la chaîne L'équipe que tu te retirais un petit peu du cyclisme et dans ton rôle de consultant. Donc, sur Cyclisme Actu, on avait juste une question à te poser. Est-ce que ça concerne du coup ta retraite aussi avec Cyclisme Actu? Quelle est ton idée? Ben, je crois qu'il y a un moment où on se rend compte qu'il est temps sinon d'arrêter totalement, d'arrêter certaines activités. Comme dirait l'autre, à partir du mois de janvier, j'aurai 78. C'est l'âge d'un petit jeune, bien sûr. Et que la charge de travail concernant une chaîne de radio comme RMC ou la chaîne L'équipe euh, demande beaucoup de travail, mais d'un autre côté, les temps d'antenne sont relativement longs. Et puis, je me suis rendu compte que eh bien, ce qui était très facile pour moi il y a quelques années devenait beaucoup plus compliqué et qu'il était temps pour moi tout simplement d'arrêter au minimum ces deux activités. Et c'est ce que l'on a fait avec RMC et l'ensemble des journalistes et consultants de RMC, et puis également avec la chaîne L'équipe. Ça ne veut pas dire que je quitte le cyclisme, car je suis toujours très impliqué en ce moment, mais dans un autre domaine, puisque vous savez qu'il va y avoir des élections le 14 décembre pour nommer un nouveau président. Enfin, je l'espère. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et même si les règles ou la loi a été un peu modifiée pour rendre les élections un peu plus démocratiques, ça n'est pas si évident que ça. Et ça reste encore très compliqué et ça sera encore, à mon avis, bien sclérosé. Donc, ça veut dire que tu restes chroniqueur sur Cyclisme Actu ou pas? Ah bah, écoute, Cyclisme Actu, oui, je veux bien si vous avez toujours envie de moi. Ah, une fois de temps en temps pour faire des points, oui, bien sûr. De toute façon, je vais pas décrocher à 100% du vélo aujourd'hui. Même si après les élections, je baisserai encore un peu la voilure. Donc, ça tombe bien. Les championnats du monde viennent de se terminer. Les grands événements, même s'il reste encore quelques courses comme Paris-Tour, pour ne pas la nommer, et le Tour de Lombardie, c'est l'occasion de faire une chronique Guimard. Et je laisse la main aux amis pour parler vélo, tout simplement. Vas-y, Salut parfait. Cyril. Allez, Nico. Du coup, je vais attaquer fort. On a entendu le roi Eddy après le triomphe de Tadej Pogacar dimanche dire que Pogacar était d'ores et déjà maintenant au-dessus de lui. Est-ce que tu es de cet avis? Est-ce que tu lui estimes que Tadej Pogacar est déjà au-dessus d'Eddy Merckx? Je pense que le cyclisme a d'abord beaucoup évolué de Merckx à Pogacar dans le déroulement des épreuves, dans la composition des équipes, dans la façon de courir et de s'organiser. Si on va sur un plan purement qu'on essaye d'analyser, car c'est la seule chose que l'on peut essayer d'analyser, c'est quelles sont les potentialités. Parce que si vous prenez Merckx, il a aussi fait des raids comme ça à plusieurs reprises, que ce soit sur Liège-Bastogne-Liège, dans le Tour de France, où il partait aussi à 100 bandes de l'arrivée. Alors c'est vrai que sur Liège-Bastogne-Liège, j'ai été accompagné de Van Schill. Mais combien de fois il est sorti à 50, 60, 70 km de l'arrivée? Je parle dans les grandes courses, hein, dans les monuments, et qu'il est allé à la gagne. À savoir si d'ailleurs Pogacar aura euh, dans la durée la même constance au niveau des résultats. Mais je pense que Merckx a une analyse quand même assez proche de la vérité. Euh, je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais c'est quand même possible. Il faudra attendre peut-être encore un an. Et si dans un an, les performances se renouvellent de cette façon-là, alors on pourra dire qu'il était supérieur à Merckx, oui.
Mhm. Pour enchaîner sur Pogacar, on a posé la question à nos lecteurs sur Cyclisme Actu. Qu'est-ce qu'ils pensaient de l'ultra-domination du Slovène? Et bon, étonnamment ou pas, il y a une grande majorité des personnes qui disent qu'ils adorent ça, que c'est incroyable, historique. Quel est un peu ton avis là-dessus? Est-ce que ça tue pas un peu le suspense ou qu'est-ce que t'en penses? Tu le suspense, non, parce que sur les 20 derniers kilomètres, il était loin d'avoir gagné. Euh, je crois que ce coureur, il court beaucoup, beaucoup à l'instinct sans trop réfléchir sur le moment. Il réfléchit après, mais quelquefois ça a du bon. Rappelez-vous sa déclaration quand il descend de vélo. Et là, elle est à chaud, elle n'est pas réfléchie. Elle, euh, elle vient, elle sort naturellement quand il dit cette attaque était stupide. Oui, effectivement, elle était stupide au regard de. Puis il ajoutera un peu plus tard, finalement j'ai gagné. Elle était peut-être pas aussi stupide que cela. Euh, quand il part, je suis pas sûr qu'il est conscient de ce qui reste à faire, de la façon dont ça va s'organiser derrière. Une chose est certaine, c'est que cette attaque a été une attaque de Pogachar qui a déstabilisé toute l'opposition. Et que se passe-t-il quand vous avez un coureur qui part comme ça, très loin de l'arrivée, qui va vous prendre une bonne minute 30? Tout le monde est sûr que c'est beaucoup trop loin, que de toute façon, quand on va s'organiser, on va aller le chercher. Et c'est vrai que si tous les coureurs qui avaient une raison de rouler dans le groupe de poursuite avaient tous pris leur petit relais de 200 mètres appuyé, ils ne seraient jamais allés à l'arrivée. Mais les individus, que ce soit dans le sport ou ailleurs, tout le monde essaye de baiser le copain. Donc tout le monde espère que Van Der Poel va rouler, que Evenepoel va rouler, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et y compris Bauke Mollema, qui lui était en position d'équipier. Mais tout le monde roulait en rat. C'est-à-dire, tout le monde en gardait sous la pédale, tout le monde persuadé que de toute façon on irait le chercher. Et c'est bien là où se pose le problème. C'est qu'à force de se regarder et de dire je vais essayer de profiter du travail du copain pour le faire, pour les faire marrons et aller gagner moins, eh bien, on se retrouve à 25 kilomètres de l'arrivée, il y a encore une 30, et là, on fait comment? Et là, on s'organise toujours pas. Mais c'est trop tard pour s'organiser. Parce que là encore, chacun pense à tirer les marrons du feu à titre personnel. Et si tout le monde roule, eh ben, c'est Van Der Poel qui gagne. Donc, on n'a pas envie que ce soit Van Der Poel qui gagne. Si c'est lui qui gagne, c'est pas moi. Et vous démontez comme ça toute la mécanique. Et puis, vous avez un coureur, d'ailleurs, qui n'a pas trop bougé, qui a bien attendu. Et c'est même lui qui va chercher la médaille d'argent, O'Connor. Mais O'Connor, il a jamais. Il faisait son petit bout en rat, comme les autres, hein. Et puis, hop, à un moment, il y a une petite ouverture, un petit relâchement, il sort et il va faire deux. Donc, déjà, tous les autres sont marrons. Ils n'ont même plus la médaille d'argent, et Van Der Poel ira chercher la médaille de. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, si devant vous avez les chevaux pour aller à la moyenne qu'il faut jusqu'à la ligne d'arrivée, euh, ça devient beaucoup plus facile. Moi, je me souviens de Bernard Hinault qui nous a fait un coup comme ça sur un Tour de Lombardie, où lui, il n'est pas parti à 100 bornes, il est parti à 150, en haut de la montée de l'Écho. Et là, dans la montée de l'Écho, il s'était fait la guerre avec Moser. Et au sommet, il restait quoi? Il restait 15 coureurs, c'est tout. Mais c'était même pas pour la gagne, c'était à l'orgueil. Lequel des deux va péter? Donc Moser en remettait, Hinault en remettait, et ça continuait comme ça. Et au sommet, le seul qui peut en remettre, c'est Hinault. Et Hinault part tout seul à 150 bornes de l'arrivée. Il part, il y en avait partout dans la montée, donc moi je ne peux pas passer. Et au moment où je peux passer, il y a un groupe qui s'était regroupé derrière. Je passe, mais il a déjà une trente d'avance. Et là, je dis à Bernard, c'est peut-être un petit peu loin. On était encore à 130 bornes. Je lui dis, c'est peut-être mieux peut-être de revenir au show. Et là, j'entends à Radio Course qu'un groupe de 4 ou 5 coureurs est sorti. Ah, j'ai dit ça change tout. Et je me rappelle qu'il y a une guerre entre les Italiens, entre Saroni et Moser,
qu'il y a une sorte de Coupe d'Italie, comme on a une Coupe de France chez nous, et les coureurs, Moser et Saroni, sont à quelques points les uns des autres. Et que finalement, ce coup qui est parti, ben, ça arrange bien Moser. Saroni ne peut pas rouler. Pourquoi? Il change d'équipe. Il avait la moitié de son équipe qui partait. Et les deux, trois équipiers qu'il avait là, ce n'étaient pas les meilleurs. Donc la course a été pliée. À 100 bornes, elle était pliée. D'autant que dans le groupe des quatre qui revient, vous avez Contini, vous avez Bernard Bécasse, un Belge, je ne me rappelle plus qui, et Parsani. Et là, tout le monde roule. Et ça prend 4, 5 minutes. Et à l'arrivée, bah, premier Hino. Donc, vous voyez, les circonstances de course sont quelquefois bizarres et sont souvent liés à des phénomènes, on va dire, sociaux du peloton, hein, pour employer un terme à la mode. Ce n'était pas les réseaux, mais presque, où il se passe énormément de choses entre les coureurs, entre les équipes, et qui fait qu'à certains moments, bon, en plus, c'était Hinault qui était parti, hein, c'était pas un deuxième plan. Donc voilà, partir à 150 comme Hinault ou comme Pogacar à 110, à certains moments, il y a des circonstances de course qui font que ça peut aller au bout. Tu nous as parlé des adversaires de Pogacar et de leur stratégie. On a pas, t'as parlé, t'as évoqué le fait que Ben O'Connor est allé chercher la deuxième place. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre un Français dans ce rôle d'opportuniste pour aller chercher une médaille? On a l'impression que les mondiaux de l'équipe de France sont corrects, mais qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Toi, tu t'attendais quoi de ces mondiaux de l'équipe de France, de l'équipe de Thomas Voeckler? Non, sur ce parcours-là, avec les coureurs que nous avions, point d'interrogation, ça reste euh, Julien? Alaphilippe, est-ce que Alaphilippe, il avait les jambes pour jouer à ce niveau-là? Point d'interrogation, on n'a aucune certitude, hein. Très bon niveau de Julien, oui. Il y a de certains qui peut jouer à ce niveau-là. Ça fait quand même quelque temps qu'on n'a pas la certitude de ce genre de choses. Sur un parcours qui était peut-être un peu difficile pour lui, mais non, l'équipe de France, elle était à sa place. Elle ne pouvait pas jouer. Elle ne pouvait pas jouer avec Van Der Poel, avec Evenepoel, avec Pogacar. Le seul qui a existé un petit peu, euh, c'est notre Français, notre Franco-Russe. Mais bon, il a vite explosé aussi avec Pogacar. Donc, non, l'équipe de France, elle était à sa place. Bardet a fait une belle course, sérieuse, constante, à son image d'ailleurs. Vous savez, quand ça attaque, comme Pogacar l'a fait, qu'on a essayé de suivre, et que quand tu te retournes, il n'y a plus de Français, faut quand même pas s'inventer des excuses, quoi. On n'était pas au niveau, on était au niveau où on devait être sur ce championnat du monde. Faut pas s'inventer systématiquement des excuses. Ah, il aurait fallu que. Il y a un moment, il fallait 600 watts pour suivre, et tu les as ou tu les as pas, c'est tout. Et ça s'inscrit un petit peu dans la continuité de la saison 2024 des Français qui n'a pas été folichonne. Il y a eu pas mal de victoires, des beaux résultats, une étape sur le Tour de France avec Kevin De par exemple. Mais sur les grandes courses, on n'a pas été, les Français n'ont pas été véritablement acteurs. Là, on a regardé le classement UCI est tombé hier, c'est Romain Bardet, futur retraité, qui est premier, il est 29e seulement. On sent qu'il y a peut-être un petit creux générationnel avec Bardet et Alaphilippe qui sont toujours là, Alaphilippe qui est très bien revenu. Et entre les anciens et ceux qui vont arriver dans quelques années, on l'espère, on sent c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce que tu penses toi, du vélo français en ce moment, du niveau du cyclisme français? On est quand même dominé par un certain nombre de nations, dont des nations à 3 ou 4 millions d'habitants seulement. Enfin, peut-être plus pour la Slovénie. Mais si on prend la Belgique, on est loin derrière les Belges. Et si vous prenez les classements UCI, effectivement, on est très loin, que ce soit par nation, par équipe. Voilà. Bon. Euh, je crois qu'on a eu une très belle période avec Julien, euh, qui a, qui a bien emmené l'équipe de France dans le cadre des championnats du monde. Il a fait aussi de super grands numéros sur le Tour.
Je pense que aujourd'hui, ceux qui ont fait le bonheur de l'équipe de France depuis 7 ou 8 ans ne vont pas progresser aujourd'hui. Certains vont se retirer comme Bardet. Donc, nos espoirs ne peuvent aller maintenant que chez les moins de 23. Chez les moins de 23, le seul problème, c'est qu'on a de très bons coureurs qui démontrent qu'ils ont du talent. Sauf que si on ne regarde pas que dans notre salon et qu'on regarde dans les autres salons autour, on s'aperçoit qu'ils ont la même chose, voire mieux, et en quantité. Donc, laissons tous ces petits jeunes là on va dire de moins de 23 ans grandir un petit peu, et puis on aura peut-être une nouvelle photographie du système, enfin du cyclisme international. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on est revenu à notre place d'il y a une quinzaine d'années. Heureusement, Cyril, qu'il y a eu finalement Paris 2024, quoi. Oui, à la maison, c'est bien. Mais oui, avec une superbe course sur le plan stratégique des Français qui ont répondu présent. On sortait aussi du Tour de France, des coureurs surmotivés qui ont été pris dans le mouvement olympique. Et c'est très bien, et tant mieux. Médaille d'argent, médaille de bronze. Bravo Madouas, bravo Laporte et bravo à l'ensemble de l'équipe qui ont vraiment été bien présents et au moment où il fallait. Et ça, c'était important. Sur un parcours aussi qui n'était pas des plus exigeants, mais c'est pas parce que le parcours est exigeant que l'on ne doit pas être présent, mais même s'il ne l'est pas, à partir de ce moment-là, ce sera surtout l'intelligence de course qui joue. Et vous savez, pour un peu, on aurait pu faire un et deux aux Jeux Olympiques, hein. Imaginons que Evenepoel, parce que des fois il y a le petit facteur chance, Evenepoel qui crève, euh, heureusement il avait la voiture qui est là, si la voiture n'est pas là, c'est premier Madouas, deuxième Laporte, quoi. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est déjà bien comme ça s'est passé. T'as un peu effleuré le sujet en parlant des moins de 23 ans français. Il y en a un qui a bien moins de 23 ans, qui a 18 ans, Paul Sexas, qui a brillé, qui a rapporté la seule médaille d'or française sur ces mondiaux. Quel est un peu ton avis sur lui, même si c'est forcément compliqué de s'exprimer là-dessus, étant donné qu'il est Moi, si jeune? je ne suis pas surpris, puisque je l'avais déjà noté il y a 2 ans. Et, et je savais qu'il pouvait arriver à ce niveau-là, pardon. J'en avais même informé très rapidement un DS ou un manager d'équipe. Voilà. Bon. Euh, et c'est vrai que sa progression est logique, elle est normale. Et au niveau junior, les résultats n'ont pas obligatoirement été très performants au junior 1. Mais vous savez que ces histoires de catégorie d'âge, là, il faut bien regarder cela. Parce que vous avez des coureurs qui ont presque 2 ans d'écart. Entre celui qui naît le 31 décembre et l'autre qui naît le 1er janvier. Et si vous analysez les résultats bruts, vous vous dites à un tel, il est plus fort que lui. Et quand vous regardez les dates de naissance, ah, vous dites oui, mais attends, lui, il a 1 an et demi de moins. À une période où vous êtes en développement hormonal à tous les niveaux. Donc, quel est le niveau de maturité des coureurs qui ont 1 an et demi, voire 2 ans d'écart? Donc, un jour, d'ailleurs, il faudra revoir les catégories d'âge qui arrangent tout le monde parce que ça ne pose pas de problème. Il faudra peut-être penser à faire des catégories de niveau. Euh, Ce serait beaucoup plus intelligent.
comme d'autre part, je vois que c'est l'UCI qui a pris le taureau par les cornes pour supprimer les U23. Moi, ça fait des années que je dis elle ne sert à rien, cette catégorie-là. Surtout à partir du moment où il y a 5 ou 6 ans, les coureurs qui gagnaient le Tour de France n'avaient pas 23 ans. Voilà, bon, je l'avais signalé à la Fédération française de cyclisme, qui m'avait valu d'ailleurs un gros accrochage, parce qu'on faisait des stages pour les 20 et 21 ans qui servaient à rien et pas avec les meilleurs, voilà, et qui coûtaient de l'argent. Pour conclure, on va peut-être évoquer un sujet qu'on évoque malheureusement un peu trop souvent à notre goût et au goût de tous les suiveurs du cyclisme. On a eu Gino Madère il y a un peu plus d'un an, on a eu Muriel Führer sur ces mondiaux 2024. La question de la sécurité, voilà, on a l'impression que on essaye de faire des avancées, de faire des changements, de faire évoluer le cyclisme. Mais au final, on a toujours des drames qui arrivent. Alors, est-ce que c'est la fatalité ou est-ce que les mesures qui sont prises ne sont pas suffisantes et ne vont pas dans le bon sens? Quel est ton avis là-dessus? Alors, Gino Madère, on sait à peu près comment les choses se sont passées. Concernant cette jeune fille, je, je, enfin, j'ai pas vu d'explication de sa chute. Non, l'enquête est encore en cours. Mais il y a déjà des informations qui sont sorties, qui sont encore à prendre avec des pincettes, mais on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'est pas passé comme il fallait. Je sais pas, puisqu'à un moment, je lis, alors qu'elle a été litroyée, que on ne sait pas très bien où elle a chuté. Déjà, ça m'interroge. Personne ne l'a vue. Là, je serais très, très prudent sur le sujet, mais, mais j'aime pas ce genre de situation, quoi. Enfin, qu'on n'ait pas d'explication rationnelle de qu'est-ce qui s'est passé, personne ne le sait. C'est bizarre quand même. Ça fait quand même une Maintenant, semaine. oui, le cyclisme est un sport dangereux, il ne faut pas le nier. Il y aura toujours des accidents et vraisemblablement des morts. Et il y en a toujours, il y en a toujours eu dans d'autres sports aussi, d'ailleurs, surtout les sports mécaniques. Euh, alors, il y a des gros problèmes sur le plan du matériel. D'une part, et en haut de la pyramide, il y a un gros problème avec les oreillettes. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui qu'un monsieur qui fait 2 mètres, 1,95 m, c'est-à-dire vous avez un champion du monde là, chez les jeunes, 1,95 m, eh bien, il a le même vélo que quelqu'un qui fait 1,65 m. Cherchez l'erreur. Et aujourd'hui, à part monter la selle, vous avez toujours les mêmes entraxes. Les vélos ne sont plus pilotables aujourd'hui. N'en dirai pas plus. Alors, j'ajouterai sur le problème des vélos. Mhm. Aujourd'hui, contrairement à ce qui devrait se faire, c'est pas le vélo qu'on adapte au coureur, c'est le coureur qu'on essaye d'adapter au vélo, quelle que soit sa taille. C'est comme si dans un match de football, vous disiez tout le monde doit avoir des chaussures de 42. C'est Mhm. exactement le même problème. Et comment t'expliques qu'il n'y ait pas d'évolution sur ce plan-là, alors que ça paraît être un problème assez simple à régler? Allez voir les constructeurs. Mhm. Le lobby des constructeurs, ils ont tous les vélos qui roulent plus vite les uns que les autres. Je n'ai encore jamais vu moi, un vélo qui faisait gagner une course. Perdre, oui. C'est un peu tôt, mais on est déjà sur la fin 2024. Est-ce que 2025 sera toujours une année de surdomination de Pogacar? Est-ce qu'on aura la revanche de Vingegaard? Est-ce que tu as t'as des petites Oui, opinions sur le... il y aura toujours une domination parce que je ne pense pas qu'il va régresser de façon spectaculaire pendant l'hiver. Mhm. Il ne faut pas oublier Vingegaard également, dont on ne parle plus parce qu'il est en vacances. Oui, il y aura toujours ces deux coureurs pour dominer. Je pense que Evenepoel, qui a quand même été aussi handicapé par la chute en Espagne en début de saison, sera toujours pratiquement au niveau de ces deux-là. Donc Van Der Poel sera toujours performant
sur les Ardennais, je veux dire les, les, Calendrier. les courses flamandes et dans d'autres domaines. Je pense qu'on est reparti vers ces quatre coureurs auxquels il faut de toute façon rajouter aussi Wout van Aert. Donc les quatre fantastiques en 2025 encore et Voilà. potentiellement Mais vous plus. n'aurez pas de Français dans ce groupe-là. Ben, moi, ce que je Pas vous d'accord. propose, les amis, déjà, merci Cyril de rester chroniqueur sur Cyclisme Actu, parce que pour répondre à ta question, je pense que je peux parler au nom de tous, c'est que oui, on est content de t'avoir et de te garder dans l'équipe de Cyclisme Actu. Et comme vous parlez de 2025, à la fin du mois, on connaîtra le parcours du Tour de France 2025 et je vous propose qu'on se retrouve, Cyril, pour décrypter ensemble ce parcours du Tour de France 2025, début novembre, si cela vous dit. Ok, allez, bonne journée à tous.